Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Avec Yves Lignon, dans Les Clés du Mystère, il a beaucoup été question de talents paranormaux vécus par des humains. Mais qu'en est-il des animaux ? Et ce n'est pas avoir une mémoire d'éléphant que de vous rappeler que lors de 2 émissions, Yves nous a quand même raconté l'histoire extraordinaire de ce chat qui avait traversé les États-Unis à la recherche de son maître, de ce maître qui avait rêvé la mort de son chien la nuit où celui-ci avait été égorgé, à moins que ce ne soit le chien lui-même qui ait envoyé un dernier message. Aujourd'hui, les amoureux des bêtes seront heureux. Aujourd'hui, paranormal et règne animal. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors appelons un chat. Les animaux ont-ils des pouvoirs ? Probablement oui. Nous avons un certain nombre de choses en commun avec les animaux. Oui. Emmanuel. Oui. Non pas la parole, oui, mais l'ouïe, l'odorat. Donc pourquoi n'aurions-nous pas en commun avec eux les facultés paranormales, parapsychologiques? Et donc je vais vous faire part de quelques cas ou expériences étalées sur pratiquement un siècle. J'ai fait exprès d'être chronologique, célèbre chez les chercheurs en parapsychologie, oui, et faisant intervenir diverses sortes d'animaux. Nous allons avoir des chevaux, nous allons avoir des lapins, nous allons avoir des poussins, des chiens, nous allons avoir un chien, nous allons de nouveau avoir des chats, et ainsi de suite. Et donc, pour commencer, en 1892, des chevaux, qu'on a appelés les chevaux d'Elberfeld, en Allemagne, parce que c'est la ville dans laquelle s'est déroulée l'histoire. Alors, ces chevaux, à propos de leur comportement, il n'y a que 2 hypothèses. Ou bien ils faisaient de la télépathie avec les êtres humains, ou bien ils savaient compter. Mais vous me permettrez de remarquer, après mon maître le professeur Chauvet, qu'un cheval qui saurait compter, ce ne serait plus exactement un cheval. Et donc, ces chevaux tapaient, on leur posait une question, et ils tapaient un nombre de coups de sabot correspondant à la réponse. Une question numérique. Bon, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a un célèbre psychologue suisse qui se nommait Claparède, qui a dit « Mais non, j'ai trouvé le truc, il n'y a pas de trucage. » Ou plutôt, il y a trucage involontaire. Les expérimentateurs connaissent la réponse. Bien sûr. On demande au cheval combien font 6 x 4. Oui. Bon, le cheval ne va pas répondre entre 23 et 25, ça c'est pour l'être humain. Ouais. Le cheval va taper 24 coups de sabot. Or, les expérimentateurs sont là. Le cheval commence à taper. 1, 2, 3, 4, 21, 22. Il y a une certaine angoisse qui apparaît. Le rythme respiratoire des expérimentateurs se modifie. S'accélère. Si le cheval s'en rend compte instinctivement, à 24, il va s'arrêter. Donc il aura deviné la réponse par des moyens purement physiologiques. Oui. Et il n'y aura pas de paranormal du tout. Dans cette histoire, oui. Pas de paranormal. Eh ben, il n'y a qu'à isoler les expérimentateurs. C'est-à-dire que celui qui pose la multiplication n'a qu'à être dans la pièce à côté. Mmh. Comme cela, ceux qui observent le cheval ne connaissent pas la réponse. Il semble bien que ça ait marché. Et donc, ces chevaux d'Elberfeld restent quelque peu mystérieux. Parce que vraiment, à chaque fois... oui, quand on met, encore une fois, l'expérimentateur qui pose la multiplication dans la pièce à côté, le cheval trouve quand même la réponse. Donc là, il ne peut plus se baser sur le rythme respiratoire, puisque ceux qui sont à côté de lui, qui comptent les coups finalement, ne savent pas quand est-ce que le cheval doit s'arrêter. Et puis vous savez, ces chevaux d'Elberfeld, ils étaient plusieurs, il y en avait même un qui comptait si bien qu'on l'appelait Hans le Malin, n'était pas bête du tout. Parce qu'ils ont eu quelques célébrités, on a parlé d'eux, il y a eu quelques célébrités qui sont venues leur demander de faire des calculs élémentaires. Et notamment le célèbre écrivain Maurice Maeterlinck. Alors celui-là, il était peut-être un peu sceptique, mais il demande à un cheval, qui s'appelait Mohamed, d'extraire une racine carrée. Ah oui, alors là quand même, hein. Et les virgules, comment il fait ? Ah non, extraire une racine carrée, vous avez mauvais esprit. Eh ben, il n'a pas eu de réponse. Parce que
vous le notez très bien à l'instant, Emmanuel, le résultat, c'était pas un nombre entier. Comment vouliez-vous que le cheval tape? Oui, 24,65. Ouais, voilà, il pouvait taper 24, il pouvait taper 25, pas 24,65. Donc je crois que dans l'affaire, celui qui a eu l'autre, c'est le cheval, Oh, c'est drôle. et pas le dramaturge. Oh, c'est drôle. Et durant toute cette émission, évidemment, on va se régaler avec les animaux. Tiens, dans un instant, ce sera l'histoire d'un chien. Et on sera bien sûr toujours dans le paranormal. Dans les clés du mystère, aujourd'hui des histoires paranormales d'animaux. Alors, le chien a un rapport très privilégié avec l'humain, avec son maître en l'occurrence. Et en particulier avec son dresseur. Ouais, on sait. Surtout s'il s'agit d'un chien qui se produit dans un cirque. Ah, Et qui sait peut-être un peu trop de choses. d'accord. Ben, ce chien-là s'appelait Mars, avait pour dresseur un nommé Durov. Nous sommes donc en Russie, en 1924. Et pas n'importe où, à l'université de Leningrad. Figurez-vous que en 1924, à l'université de Leningrad, on a créé le premier laboratoire de parapsychologie en Russie. Ah, d'accord. Bon, en France, on attend encore. On a remarqué que le rideau de fer étant tombé, peut-être que la parapsychologie scientifique arrivera en France un jour. Et qui plus est, ce laboratoire a été confié à un nommé Bechterev. Alors vous allez me dire, qui est Bechterev? Je vais vous répondre, regardez le dictionnaire. C'est Oui. pas n'importe qui. C'est-à-dire? C'était un proche collaborateur du célèbre Pavlov. Donc, vous allez dans n'importe quel dictionnaire courant, Bechterev y est. Donc, ce n'était pas n'importe qui dirigeait ce laboratoire. Bref, Bechterev lance un appel d'offres, si j'ose dire, et Durov se présente en disant, certes, mon chien est dressé, mais je fais quand même de la télépathie avec lui, parce que quand je pense à un nombre, ben, le chien fait le nombre de wawa correspondant. D'accord. Et Bechterev dit, on va commencer par faire quelques petites expériences très simples. Je vais écrire un nombre sur un bout de papier, en le cachant. Enfin, qu'est-ce que ça sert de le cacher? Les chiens ne lisent pas. Donc, vous allez lire ce nom, vous allez y penser très fort, et on va voir si le chien aboie. D'accord. Et ça a l'air de bien marcher, mais le chien se révèle incapable de trouver un nombre supérieur à 7. D'ailleurs, Durov avait prévenu, il avait dit, je sais pas comment ça se fait, mais la télépathie entre mon chien Mars et moi, ça marche de 1 jusqu'à 7. D'accord. Alors, Bechterev a trouvé ça suspect. Ah bon? Il a trouvé ça suspect, parce que finalement, ça laissait penser à un trucage, je ne sais pas, des clins d'œil, des mouvements subliminaux. Et le trucage ne fonctionnait plus si on devait penser à 8, à 9. Parce que ça devenait trop compliqué. Oui. Alors, Bechterev, qui prend un ton peut-être un peu stalinien, parce que à l'époque, il avait été nommé par les autorités, Ouais. regarde Durov dans le blanc des Dans yeux, les yeux, ouais. et lui dit, j'écris 14 sur le papier. Et sous-entendu, votre chien, il a intérêt à trouver. Ok. Bon, parce que sinon, on lui dit pas que le goulag ça existe, mais enfin, l'ambiance est brusquement beaucoup plus tendue. Il lui montrait les crocs. Ouais, il écrit 14. Durov dit, écoutez, si vous le prenez sur ce temps, on va essayer de faire un effort, c'est très embêtant. Ouais. Mon chien ne sait pas aller télépathiquement au-dessus de 7, mais permettez-moi d'écrire quelque chose sur le bout de papier sans que vous le voyez. Bechterev dit, je regarderai le papier ensuite. Je fais confiance pour ça. Bon. Et donc, Durov ajoute quelque chose sur le bout de papier, puis il a l'air de se concentrer. Allez, vas-y, Mars. Mars Attaque. aboie 7 fois. Dans 2 os. D'accord. Il fait une pause, il se gratte l'oreille, et il aboie 7 fois de plus. Oh. Et à ce moment-là, Durov montre triomphalement le bout de papier à Bechterev. Les 2 leur fois dit, 7. qu'est-ce que j'avais écrit en dessous? 7 et 7. 7 plus 7. Ah, c'est drôle. Magnifique. Alors là, peut-être que Bechterev a fait une autre tête. Bon, on va pas aller plus loin parce qu'on pourrait consacrer toute une émission aux chiennes de Durov. Mais sachez que par la suite, Bechterev, qui était véritablement revenu de meilleure humeur, a construit des expériences beaucoup plus sophistiquées. Par exemple, par télépathie, on dirigeait Mars à travers un ensemble de pièces. Donc, il savait pas où il fallait qu'il aille. Et on lui donnait, dans ce véritable labyrinthe, la direction à suivre. Et il devait aller trouver un objet. Il arrivait dans la dernière pièce, le chien, il y avait un capharnaüm, un vrai vide-grenier. Oui. Et chaque fois,
il trouvait l'objet qui avait bien été désigné à l'avance. Oh, que c'est beau. On a fait, écoutez, Bechterew a fait exactement 1278 expériences et il y en a eu plus de 600 de réussites. Statistiquement, c'est significatif. 50%. Le record, c'est la fois où le chien Mars, dirigé télépathiquement, a trouvé un annuaire téléphonique. Parce que un annuaire téléphonique pour un chien, je ne sais pas. C'est pas très intéressant. Si ça a vraiment du sens. Oui, c'est sûr. Oh, c'est magnifique. Le chien de Durov, on s'en souviendra. Allez, puis quelques années plus tard, une expérience ou des expériences ont été faites avec des chats. C'est ce qu'on va découvrir dans un instant dans les Clés du Mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les Clés du Mystère sur Sud Radio. Aujourd'hui, des histoires paranormales d'animaux. On a vu une histoire paranormale, entre guillemets, avec concernant des chevaux. On a vu l'histoire paranormale du chien de Durov. Là, nous sommes en 1952. Il s'agit de chats télépathes, c'est bien ça? De chats plus ou moins télépathes. J'ai pas besoin de donner ma langue au chat pour le savoir. Non, pas encore. Et je vous rappelle que vous êtes dans l'exercice de vos fonctions, un minimum de sérieux. D'accord. Bon, donc, nous arrivons au chat de Carlis Osis. Carlis Osis est un chercheur en parapsychologie islandais qui a pour principale caractéristique d'avoir été un touche-à-tout. Il est décédé récemment, très âgé. Il s'est intéressé vraiment à tous les problèmes de la parapsychologie, depuis la télépathie avec les animaux jusqu'à la réincarnation, et il a eu d'excellentes réussites. Il a un palmarès remarquable. Carlis Osis, c'est un nom très peu connu. Et donc, en 1952, il a voulu faire des expériences avec diverses sortes d'animaux, et notamment avec des chats. Mais alors là, c'est plus de la musette. Hein. Il ne s'agit plus, comme le chien de Durov tout à l'heure, de circuler à travers des pièces. Il va s'agir de circuler à l'intérieur d'un labyrinthe fabriqué spécialement. Il y a un énorme bâti en contreplaqué avec des impasses, des chemins qui s'ouvrent, qui mènent quelque part ou qui ne mènent rien. Bref, de quoi dérouter un pigeon voyageur, et on met là-dedans 6 malheureux chats qui n'ont véritablement rien demandé. Quiconque, c'est sûr. On ne sait pas où on se les est procurés, mais enfin, on les met là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là, ces chats? Qu'est-ce qu'il y a à faire déjà? D'abord, moi je serais à leur place, je me serais réuni pour signer une pétition. Ah oui. Mais en plus, on utilise avec eux un procédé très classique en expérimentation animale. Alors là, il ne s'agit pas de parapsychologie, c'est-à-dire qu'on les a fait jeûner pendant quelques jours. Donc, en principe, ils doivent être très motivés pour trouver la coupelle dans laquelle il y a de la nourriture. Parce qu'il y a quelque part, effectivement, une coupelle. Oui, sauf qu'il faut la trouver dans ce labyrinthe où un pigeon voyageur se perdrait. Oui, mais en même temps, c'est un animal, donc il y va avec son flair, avec son nez. Mais justement, nous verrons tout à l'heure qu'on a fait des labyrinthes avec des souris. Ouais. Le labyrinthe qu'on a construit, à l'échelle de l'animal, est aussi compliqué que les labyrinthes de verdure ou même les labyrinthes de jeux de société que nous trouvons dans les magazines. C'est la galère pour ces chats. Même avec l'odorat, quand il s'agit de bouffe? Mais oui. Ah ben on a pris toutes les précautions, c'est isolé, il y a un ventilateur pour pas que justement l'odeur circule. Non, c'est une belle expérience. Okay. Et en plus, Osis décide qu'il va diriger télépathiquement un seul des chats vers la bouffe. Donc il y en a 5 autres qui vont se débrouiller tout seuls. On les nourrira plus tard. Ouais. Et donc, on commence l'expérience et ça a l'air de marcher. Il y a les chats qui tournent, il y en a qui piquent des colères, qui grattent le contreplaqué dont est fait le labyrinthe. Et puis il y a un chat qui commence à prendre son chemin, à circuler, à hésiter de moins en moins dans les impasses et qui arrive devant 2 coupelles. L'expérience se complique et on ne l'avait pas dit au chat à l'avance, si j'ose. Évidemment. Parce que dans une coupelle, il y a une véritable nourriture. Dans l'autre coupelle, il y a de l'imitation que de du nourriture. Visuel. Oui, oui. Un truc qui était fait, à expliquer Osis avec du tissu, etc. Tenant compte, c'était quand même une expérience très sophistiquée de la capacité visuelle du chat. Il pouvait se tromper. Et donc, dernière tentative, Osis, qui est à l'extérieur, qui lui est au-dessus du labyrinthe, voit tout ça, télépathiquement,
dirige le chat vers la bonne coupelle. Et tout ça, ça a marché. Je ne sais pas si ça a plu aux chats ou si ça a plu aux abus des chats. Ça a marché, du moins statistiquement. Parce que cet ignoble Osis, Dieu et son âme, a recommencé à de nombreuses reprises avec 6 autres chats. Oui. Et donc, quand on fait les résultats, c'est une affaire de statistiques. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, le nombre de fois où la nourriture a été trouvée est supérieur à ce que laissent prévoir les lois du hasard. Donc c'est probant, d'autant plus que l'expérience était très bien montée. Je vous l'ai dit, il y avait isolation, ventilateur. Le chat ne pouvait pas se servir de l'odorat. Il va de soi que les chats découvraient les labyrinthes au moment de l'expérience. Donc une fois de plus, c'est une réussite. Très bien. Dans un instant, après les chats, vous avez bien compris, il va y avoir les souris. Dans un instant, dans les clés du mystère. Dans les clés du mystère, cet après-midi, des histoires paranormales d'animaux. On a vu les chevaux, on a vu le chien, on a vu les chats. Aujourd'hui, tout de suite maintenant, les souris, Yves Lignon. Permettez-moi, Emmanuel, de rendre hommage à l'auteur de cette expérience, le professeur Rémi Chauvin, qui est décédé presque centenaire en décembre dernier, qui a été mon maître en parapsychologie, qui était un très très grand universitaire. D'accord. Et un très très grand professeur, qui a fait des travaux académiques, comme on dit, classiques, exceptionnels. Et qui est décédé, bien vieux, et dans l'oubli complet. Parce que son université lui en a toujours voulu de s'intéresser à la parapsychologie. Et son université n'a même pas fait publier un faire-part de décès. Contrairement à l'usage. Passons. Cette expérience a été réalisée par Rémi Chauvin en 1968. Rémi Chauvin est un spécialiste de la biologie animale et particulièrement de ce qu'on appelle l'éthologie. Et donc il a imaginé, lui aussi, un labyrinthe pour des souris. Okay. Mais pour une souris n'est pas un être humain, le labyrinthe c'est simplement un dispositif en Y. C'est très compliqué pour une souris de savoir si elle doit aller à droite ou à gauche. Elle a du mal à se décider. Elle a du mal à se décider. C'est aussi compliqué pour elle que pour nous de circuler dans un labyrinthe de verdure. Okay. Et donc là, nous avons une petite souris qui va s'avancer tranquillement, qui va devoir choisir entre la droite ou la gauche, sachant qu'il y a là aussi une motivation alimentaire. Ouais, avec ventilateur et compagnie. Voilà, mais ne sachant pas qu'il y a un dispositif entièrement automatique qui déclenche au hasard une décharge électrique dans une des 2 branches du labyrinthe. Oh, une petite décharge. Oui, bien sûr. Le professeur Chauvin appartenait à une association de défense des animaux de laboratoire. Une petite décharge. Oui. Mais enfin quelque chose d'un peu désagréable sur le moment. Et ça, cette décharge électrique, c'est soit à droite, soit à gauche, puisque le labyrinthe ne possède que 2 branches. Et c'est tout à fait au hasard. De toute façon, il y a de l'alimentation aux 2 extrémités. Donc on aura à manger. Sauf que pour avoir à manger, il va peut-être falloir supporter une petite secousse. Et ce dispositif est entièrement automatisé. Il fonctionne jour et nuit. On n'a donc même pas besoin d'expérimentateurs. Bon. La souris s'avance. Miam miam, j'ai faim. Aïe! Ouais. Elle prend donc la route où il y a cette décharge. Peut-être. Il y a une chance sur 2. Mathématiquement, ça se présente comme ça. Il y a une chance sur 2 qu'elle attrape une décharge. Après quoi, périodiquement, on peut prendre les souris, vérifier celles qui ont été choquées, ça c'est facile, etc. Puis faire des calculs. Mais on s'est aperçu que, c'est assez simple à exposer, moins de la moitié des souris avaient reçu la décharge. Donc elles ont bien fait le bon choix. Elles ont bien fait le bon choix. Mais comment pouvaient-elles faire le bon choix puisque tout était automatisé? Il n'y a que 2 hypothèses. Et comme me disait souvent Rémi Chauvin, elles sont aussi folles l'une que l'autre. La première, plus simple, c'est que la souris fait de la voyance. C'est ça, elle se dit que par ici, c'est plus sécurisé. Mais déjà, c'est pas mal. Oui. La souris fait de la voyance, elle sait à l'avance de quel côté il y aura le choc électrique, donc évidemment, elle passe l'autre. La seconde, c'est que la souris
en s'avançant d'un côté, dérègle, alors en utilisant je ne sais quel fluide, le dispositif Électrique. pour que le choc ait lieu de l'autre côté. Oui, ça c'est quand même une hypothèse un peu folle dingue, non? Oui, mais me dites, mais une souris qui fait de la voyance. On va, écoutez, nous avons des couloirs ici à Sud Radio. On va, Emmanuel, vous laisser sans manger pendant 3 jours. Oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. Puis on va vous dire, voilà, Emmanuel, il y a un bon taboulé, je crois que vous les aimez beaucoup. Oui. Là, c'est soit le couloir de droite, soit le couloir de gauche, vous pouvez y aller, mais Il y a un choc électrique. Une de choc électrique. Oui. Et bon, mais c'est déjà, si vous arrivez à faire de la voyance Oui. et à prendre le bon couloir, Oui. ce ne sera pas mal. Mais pour une souris, Oui, bien sûr. franchement, la souris est meilleure que l'être humain dans ces cas-là, non? Ouais, ouais. Ben oui. Eh ben, Bon, alors, deux hypothèses folles. oui, la voyance ou l'espèce de fluide qui dérègle l'appareil. Mais il n'y en a pas d'autres, parce que tout était automatisé. Ben, voyez cette expérience remarquable. Le professeur Chauvin n'a pu la publier qu'aux États-Unis, Oui. et encore en prenant un pseudonyme. Allez, jolie histoire. Dans un instant, les lapines, et nous allons être en 1981. Sud Radio, les clés du mystère. Les clés du mystère avec des histoires paranormales d'animaux, et les lapins aussi ont été objets d'expérience, Yves Lignon. Oui, ce sont les expériences du docteur Touvenin. Ouais. Alors là, nous passons à l'autre extrême, non pas de la rigueur, si vous voulez, mais de la logistique. Les expériences de Rémi Chauvin, dont nous avons parlé tout à l'heure, ont été publiées aux États-Unis, bon, pour cause de censure stupide en France, mais ont été réalisées en laboratoire, avec les moyens d'un laboratoire. Ça n'est pas excessif, mais enfin, il y avait ce qu'il fallait. Le docteur Touvenin, lui, est un médecin généraliste. C'est-à-dire qu'il a réalisé ses expériences tout seul. En cabinet. Pas dans son cabinet de consultation, dans son jardin. Ah, d'accord. Mais qu'il a tout En monté, loisir. qu'il a tout bâti. Puisqu'il s'agit de lapines, il faut des clapiers. Ouais, ouais. Puisqu'il s'agit de lapines, il faut des clapiers. Il a bâti les clapiers. Il a pris la truelle, le docteur Touvenin. Comme il va s'agir de télépathie entre lapines, il faut un isolement phonique, un isolement sensoriel. D'accord. Il a installé tous les dispositifs. Il faisait ça les samedis dimanches. Bon. Et donc, le docteur Touvenin, que je connais bien aussi, s'est lancé dans ça, après avoir lu une histoire qui lui a paru idiote, et qui était effectivement idiote. Une de ces espèces de rumeurs, comme la parapsychologie en colporte quelquefois. On disait que quelque part du côté du rideau de fer, à moins que ce soit de l'autre côté, on avait réalisé une expérience sadique. On avait embarqué à bord d'un sous-marin des petits lapereaux, tout jeunes. On avait laissé la maman dans son clapier quelque part. Dans le sous-marin, on avait massacré les lapereaux et la maman avait souffert télépathiquement. Ça, c'est quand même un peu gros. On connaît des revues qui publient ce genre d'histoire. Ce ne sont pas des revues scientifiques. Et donc, le docteur Touvenin s'est dit, mais après tout, pourquoi pas les lapins? Mais pas des choses comme ça à dormir debout. Donc, il a installé dans des clapiers des lapines. Il a fait ça à 4 reprises. Ça s'est étalé de 1978 à 1982. C'était 2 lapines qui se connaissaient bien. Il les a appelés à chaque fois, puisqu'il y a eu 4 séries d'expériences, Angèle et Daisy. Il y a donc eu Angèle 1 et Daisy 1, Angèle 2 et Daisy 2, et ainsi de suite. Donc, il les a complètement isolés. Et puis, il a essayé de les faire communiquer télépathiquement. Alors pour ça, c'est très simple. Vous savez que les lapins sont des animaux qui sont facilement nerveux. Il paraît d'ailleurs, c'est le docteur Touvenin qui me l'a appris, que dans les élevages, on les bourre, et si vous voulez prendre des calmants sans avoir l'air de rien, Emmanuel, vous allez acheter du lapin en hypermarché. Ah oui, Bon, oui. c'est vrai, tellement ils sont... Oui. C'est parce que dans les élevages en masse, bon, on calme les lapins. Oh, purée. Bon, ce n'était pas de la parapsychologie. Non. Bon, donc les lapins sont très très nerveux. D'accord. Et donc, simplement, il y avait une sonnerie, une sonnette, qui se déclenchait par surprise à portée d'une lapine, et ces réactions étaient mesurées grâce à un appareil qui s'appelle le plétismographe et qui justement mesure comme ça les émotions, si vous voulez, les palpitations.
Et il y avait un plétismographe pour chaque lapine. Eh bien, quand la sonnerie se déclenchait à côté d'un clapier, la lapine qui était à côté, qui l'entendait, le sismographe, là, sur la feuille graduée, l'aiguille faisait des bonds. Mais le second plétismographe faisait des bonds lui aussi. Comme si la seconde lapine, oui, qui était une copine de la première, elles avaient été élevées ensemble, etc., avait connaissance, avait ressenti de l'émotion éprouvée par sa camarade. Le docteur Touvenin, il a fait ça comme ça tout seul pendant des années. Il a publié un livre qui est fort intéressant, où il rentre dans les détails. Il montre que ça marchait mieux avec certaines lapines qu'avec d'autres. Je crois me souvenir. C'est-à-dire il fallait des lapines qui étaient élevées ensemble. En particulier, Angèle II et Daisy II, qui étaient de la race, je vous révèle tout, fauve de Bourgogne. Vraiment, c'était une réussite. Et dans son livre, le docteur Touvenin raconte bien comment c'était installé, que la lapine pouvait se remuer mais ne pouvait pas se retourner, elle risquait pas de voir l'autre lapine, etc. Puis il a éloigné les deux clapiers, ainsi de suite. Ça, c'est aussi en France ce travail d'artisan qu'on rencontre en parapsychologie, et il est superbe. Et puisque nous sommes dans une grande ferme où il y a des chevaux, des chiens, des chats, des souris et des lapins, il y a également des poussins. Dans un instant, les poussins paranormaux dans les clés du mystère. Cet après-midi, dans les clés du mystère, il est question de travaux concernant les animaux. Donc évidemment, travaux paranormaux, vous imaginez bien. Alors là, les poussins. Alors nous allons terminer par une expérience réalisée en 1988 par le docteur René Péoc, et qui est certainement la plus belle expérience de parapsychologie réalisée au monde pour la décennie 1980-1990. Peut-être certains de nos auditeurs se disent, mais qu'est-ce que ça a à faire avec la voyance, ça, d'étudier la télépathie chez les animaux? Mais tout simplement parce que ça permet peut-être de comprendre la voyance, la télépathie chez l'être humain. Quand on veut savoir si un médicament sera efficace, on le teste d'abord sur des souris. Mais c'est exactement la même démarche qu'à la parapsychologie. Et je crois que ces histoires avec les animaux sont aussi jolies que les histoires de voyants que nous racontons certains jours. Mais on va finir vraiment par la chose la plus extraordinaire. Donc les poussins du docteur René Péoc. Et là, le docteur Péoc a réussi à en faire une thèse de médecine. Il y a eu, et c'est tout à l'honneur de son université, dans l'ouest de la France, un jury pour dire ça, c'est un vrai boulot scientifique, on va soutenir une thèse. Le docteur Péoc est par ailleurs hautement diplômé en biologie ailleurs. Il n'a pas que son diplôme de médecin. C'est donc un cerveau exceptionnel et qui exerce la médecine générale. Parce que, encore une fois, nous sommes en France. Et son travail, si remarquable, si original, n'a pas débouché sur une carrière universitaire. Il aurait pu partir à l'étranger, mais c'est quand même un peu compliqué. Donc, le docteur Péoc a été, à l'époque où il étudiait la biologie, un élève de Rémi Chauvel. Et il a appris de Rémi Chauvel la fameuse théorie de l'empreinte des animaux. Qu'est-ce que c'est en pratique que la théorie de l'empreinte? Vous savez que quelquefois, il y a des chiennes qui allaitent des chattes. Oui, tout à fait. On en a vu ça. Mais c'est ça. L'empreinte, c'est le fait qu'un animal peut se chercher un substitut maternel. Si la maman chatte disparaît, eh bien, le bébé chat va aussi bien s'attacher à une chienne. Oui. Donc, cette théorie a été développée par un prix Nobel, et René Péoc l'a utilisée, l'a adaptée avec des poussins. Les poussins, ils ont une maman poule. Oui. Et il a remplacé la maman poule par un petit appareil qu'on appelle le ticoscope, et qui se déplace au hasard, qui a été inventé par un ingénieur nommé Pierre Janin. Alors, qu'est-ce que c'est que le ticoscope? Ça a l'aspect d'une petite boîte de conserve, vous voyez, circulaire, montée sur roulette. À l'intérieur, il n'y a pas des petits poids. Il y a un moteur et un générateur aléatoire. Ce qui fait que le ticoscope se déplace au hasard. Donc, vous mettez le moteur en marche, il y a un interrupteur, le ticoscope prend une certaine direction, mais vous ne savez pas combien de temps il va tenir cette direction. Au bout de quelques secondes, il va changer de direction. Vous ne savez pas
dans quel autre il va partir. Tout ceci se passe au hasard. Il n'a que cet intérêt-là Oui, c'est un appareil qui fabrique du hasard. Okay. Et donc René Péoc a familiarisé des poussins avec le ticoscope. Donc les poussins ont fini par prendre le ticoscope pour leur maman poule. D'accord. Sauf que le ticoscope se déplace entièrement au hasard. Et que les poussins, eux, leur maman poule, ils veulent qu'elle se rapproche. Donc on enferme les poussins dans une petite cage, à côté d'une enceinte, dans laquelle le ticoscope se déplace. On a un crayon qui est installé sur le ticoscope, qui laisse un tracé, qu'on va pouvoir étudier mathématiquement. Et de quoi s'aperçoit-on? Que le ticoscope ne circule plus au hasard, il a tendance à se rapprocher des poussins, comme une maman poule s'approcherait de ses petits en train de piailler. Il n'y a là qu'une hypothèse possible. Vous allez dire, Emmanuel, que tout à l'heure, avec les souris, on en était déjà aux hypothèses folles. Oui. Alors là, on en est aux hypothèses ultra folles. Mais il faut bien dire que même si elles déménagent, ce sont les seules rationnelles. Les poussins dérèglent le ticoscope parce qu'ils ont besoin d'affection. Voilà. Ils l'attirent vers eux. Comme s'ils tiraient un fil entre le ticoscope si c'était une poule, les poussins piailleraient et la poule se rapprocherait. Mais là, le ticoscope remplace la poule et les poussins font ce qu'il faut pour que ce substitut de leur maman se rapproche d'eux. C'est une expérience extraordinaire dont on a parlé dans le monde entier, qu'on a critiqué bêtement, mais je répète qu'il y a eu un jury de thèse pour dire qu'elle n'était pas critiquable. Et puis, encore une fois, elle est restée sans suite. René Péoc, le docteur Péoc, est un très très bon ami. Il fourmille d'idées expérimentales. C'est un savant de grande valeur et qui, en France, n'a pas les moyens de travailler. De belles histoires encore aujourd'hui, histoires paranormales d'animaux. On se retrouvera demain à partir de 13h30 pour une autre émission, bien sûr, des Clés du Mystère. On sera là à 13h30, promis, on ne vous posera pas de lapin. Allez, notez que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain, bye bye. 13h30, 14h30, les Clés du Mystère sur Sud Radio.